Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 38e épisode des Tontons Golfeurs. Je suis Sébastien et je suis bien évidemment toujours avec Antoine et Kevin, mes deux potos. Salut les gars. Salut les gars. Salut, ton poteau. Bon, on est déjà un petit peu à la moitié de l'année, donc du coup rien de mieux que de faire un petit bilan, messieurs. Pas des tontons golfeurs, mais de faire un bilan des tontons et golfeurs et des tontonnes golfeuses, des tantes golfeuses, de pouvoir justement faire un petit bilan vis-à-vis de potentiellement un mauvais début de saison ou face à une mauvaise performance. Comment est-ce qu'on pourrait articuler tout ça pour que tout le monde puisse y trouver son compte, vu qu'on n'est pas tout le temps au top de notre forme, et donc du coup de pouvoir faire un épisode comme ça. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous remercions nos partenaires, qu'Antoine va commencer par énumérer. Eh bien, je vais commencer par énumérer notre premier partenaire, Callaway. Callaway qui est présent depuis le début de cette aventure avec nous. Ça fait bientôt 1 an et demi maintenant, que je ne dise pas 38 épisodes. On va bientôt arriver à 2 ans. Donc, un grand merci à Callaway. Vous pouvez retrouver l'ensemble des clubs, des balles dans vos Pro Shops favoris avec toutes les nouveautés qui sont sorties maintenant il y a quelques mois. Un grand merci à Wally Club Maker et à toute son équipe, du coup, les différents magasins, les différents shops, les différents fittings. Voilà, vous pouvez les retrouver un peu partout. Donc un grand merci à eux pour toute la partie montage et la partie réseaux sociaux. Et un grand merci à Golf Planet, notre partenaire média. Golf Planet qui est un média 100% digital, 100% gratuit. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les infos du golf mondial, français, européen et celui des tontons golfeurs bien évidemment aussi. Et tout simplement télécharger l'application mobile gratuite qui vous permettra d'être toujours au courant des dernières actualités chaudes du golf. Donc, messieurs, comment gérer une mauvaise performance ou un mauvais début de saison ? Ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera tous encore. Comme tu disais, un peu, c'est vraiment d'actualité. Par exemple, avec la plupart de nos élèves, que ce soit Antoine ou moi, où là, effectivement, ça commence à être un petit peu on va dire, le bilan, c'est un premier bilan, on va dire, dans la saison où on commence plutôt à se dire, OK, il y a des choses qui se sont bien passées en début de saison, d'autres moins bien. Qu'est-ce qu'on peut continuer à mettre en place pour être plus performant sur la suite de la saison ? Et effectivement, on pourra parler aussi des personnes qui ont vraiment eu un début de saison catastrophique par rapport au travail qu'ils ont mis en place cet hiver ou pas du tout, et comprendre les raisons et comment garder espoir et l'envie de jouer sur cette fin de saison. Je pense qu'elle est là la première des grandes clés déjà, c'est de pouvoir faire un bilan et en fait du coup de pouvoir faire un bilan et de pouvoir juger d'une saison ou d'une performance que pour l'instant c'est pas le top. On est bien d'accord qu'on en revient toujours à ce qu'on dit toujours, c'est en fonction des objectifs qu'on a fixés, soit soi-même, ce qui est quand même souvent pas tout le temps très objectif, soit avec son entraîneur. Donc vous deux les gars, vous en faites partie de ces entraîneurs. Donc avec vos différents joueurs, vous allez avoir des objectifs. Idéalement, suite à des discussions, suite à une volonté du joueur, suite à ce que vous imaginez pour le joueur et appuyer sur des stats potentiellement, quand même beaucoup plus facile d'être objectif quand on a des chiffres. Donc, on est bien d'accord que définir des objectifs, du coup, c'est en amont qu'il faut le faire, en amont du travail hivernal et du coup d'avoir une bonne idée de tout ça. Et c'est ce qui va nous permettre de définir si justement c'est une bonne ou une mauvaise situation, enfin non, une bonne ou une mauvaise performance. Donc, comment vous allez vous y prendre pour faire un diagnostic, justement, avec un de vos élèves qui arrive et par exemple qui vous dit mauvaise performance ou mauvais début de saison. Comment est-ce que vous allez lui prouver qu'il a raison ou tort et vers quoi justement vous allez l'orienter pour pouvoir aiguiller votre travail sur les jours ou les semaines ou les mois à venir ? Je pense que moi, de mon côté, au niveau du putting, puisque je ne fais que ça, je pense que dans un premier temps, il faut faire un bilan technique, c'est-à-dire voir essentiellement quelles sont les problématiques au niveau de comment sa balle sort du club. Donc, est-ce qu'il y a une problématique sur la sortie de balle ? Est-ce qu'il y a une problématique autre que ça ? Je pense que c'est déjà important parce que le vol de la balle, envoyer une balle de l'endroit où on est vers notre objectif, je pense que ça reste déjà une chose importante. Donc, premièrement, c'est faire plutôt un bilan technique qui va être à ce niveau-là. Kevin, est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ça ?
Moi, je t'avoue que la première chose que je vais tenir compte, c'est un peu l'état mental dans lequel est la personne. Si elle a été affectée par ce début de saison, qu'il soit bon ou pas bon. Donc bon, ça va être peut-être cette euphorie qui peut commencer à se dire j'ai plus besoin de m'entraîner ou je vais commencer à que aller sur le parcours, à délaisser un petit peu le travail technique qu'on a mis en place. Donc ça, peut-être le ramener voilà, un petit peu plus sur terre et pour lui dire voilà, les objectifs, tu les as pas encore atteints ou peut-être qu'il faut les réévaluer à la hausse pour essayer de garder des objectifs précis pour la fin de la saison et à ce moment-là, retrouver d'autres aspects qu'on pourra parler, technique, physique, sur la nutrition, enfin sur les différentes choses qu'on peut optimiser pour encore améliorer la performance. Ça, c'est dans le meilleur des cas, quand effectivement le début de saison s'est bien passé. On va dire que c'est peut-être plus facile à gérer. Maintenant, ça va être plus l'état mental de quelqu'un qui a été abîmé et affecté par ce début de saison qui va être le plus difficile. Donc, je vais d'abord essayer de jauger un petit peu comment il est, s'il est apte à recevoir de la critique qui peut être un petit peu constructive sur des choses qu'il n'a pas assez fait ou qu'il a fait de pas la bonne façon, sur un travail objectif de notre part, donc moi y compris, qui n'a peut-être pas été le bon ou pas la bonne direction. Enfin voilà, s'il est capable en fait d'entendre ça, ou si ça va être vraiment un travail dans un premier temps de le récupérer, on va dire, dans le sens où de le remettre dans la course à vouloir bien jouer, s'entraîner, etc., pour le remotiver. Et là, ça va être plus délicat, mais ça va être de lui rappeler pourquoi il joue au golf, que le fait que ça soit souvent quand même un plaisir. Voilà, d'essayer de lui rappeler aussi les bonnes choses qui font qu'à la base, il joue au golf et essayer de lui retrouver un maximum de plaisir le plus rapidement possible, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit en compétition. Et voilà, de relativiser vraiment le début de saison. Voilà, mon but, moi, dans un premier temps, ça va être de jauger vraiment comment l'état émotionnel de la personne et après voir ce qu'on peut mettre en place. Après, tu parles effectivement de l'état émotionnel de la personne et je pense que c'est important de comprendre que c'est à travers les contre-performances qu'on progresse au final. C'est-à-dire, on ne peut pas faire, je pense, évoluer des choses toujours de la bonne façon si on n'évalue pas avec précision pourquoi il y a eu des mauvaises performances. C'est grâce tout simplement à l'échec qu'on apprend à être meilleur. On peut prendre des exemples notamment sur quelqu'un qui monte une entreprise. Il n'y avait pas longtemps, il y avait Monsieur Niel de chez Free, j'ai oublié son prénom, qui expliquait que Xavier Niel, qui expliquait que lui, le nombre de fois où il s'est cassé la gueule avant d'arriver jusque-là, et qu'on parle que effectivement de ses bonnes performances, de ses belles choses qu'il a faites, mais on parle moins de ses mauvaises choses. Donc je pense que c'est toujours à travers en fait les échecs cela nous permet d'être meilleurs. Donc comme tu dis, l'état émotionnel est avant tout, et je pense même peut-être plus important aussi que la partie ensuite technique, pour faire comprendre que c'est normal. Tu as des échecs, maintenant on va apprendre de ce qui s'est passé, on va apprendre de ses erreurs pour te permettre d'être meilleur par la suite. Mais tu as tout à fait raison. La problématique, c'est que tout le monde n'est pas Xavier Niel et que tout le monde n'est pas capable d'accepter facilement ces contre-performances et cet état émotionnel qui, voilà, les gens, ils sont très très durs avec eux de temps en temps même avec des objectifs de loisirs. Donc, il faut arriver à recentrer vraiment tout ça et effectivement, leur dire des phrases comme tu viens de dire, là, peuvent les aider. Parfois, c'est d'autres phrases. Je pense que c'est là que notre rôle de coach, il est hyper important parce que c'est que du personnalisé pour arriver en fait à remotiver la personne, à la remobiliser et qu'elle sorte d'une séance ou d'une discussion ou d'un coup de téléphone, voilà, reboostée avec l'envie d'y retourner et de retourner ou à l'entraînement, de remettre en place des choses. Et maintenant, si on met à côté l'état émotionnel et qu'on prendrait juste factuellement ce qui s'est passé, effectivement, c'est là qu'il faut commencer à faire une analyse de la situation dans son ensemble, de ce qui s'est bien passé ou moins bien passé. Seb, toi, si tu devais nous parler un peu de tes mauvaises performances que tu as eues, tout simplement, comment est-ce que toi, tu les as gérées de ton côté? Est-ce que tu as eu l'aide de ton staff? Est-ce que tu t'es recentré sur toi-même et par ton expérience, je ne sais pas, à travers des livres, par exemple, c'est quelque chose qui a pu t'aider? Fais-nous part de ces expériences. Écoute, déjà, le but du jeu, c'est d'accepter et de savoir qu'elles font partie du jeu. C'est-à-dire que tu ne peux pas raisonnablement jouer ou pratiquer ou
un sport ou un jeu en n'acceptant pas que tu peux perdre. C'est l'une des premières grandes étapes, c'est quand tu joues à un jeu, alors même si je suis un très mauvais perdant, même si je fais un Uno en famille, et qu'on confirme. Tu dois connaître les règles du jeu et tu dois savoir que tu peux perdre. Le golf, en plus de ça, pour ceux qui font de la compétition, par exemple, chez les professionnels, en général, on est entre 144 et 156 joueurs. Donc imaginons qu'on prend le chiffre un peu du milieu, imaginons qu'on ait 150 joueurs au départ. Ça veut dire que pour sûr, il va y avoir 149 perdants. Au tennis, on gagne de temps en temps des matchs. Ou si on ne gagne pas de match, c'est que vraiment ça ne va pas. Mais on gagne de temps en temps des matchs. Au golf, on peut faire une saison plutôt bonne, sur n'importe quel circuit, et pas gagner. Donc déjà, on peut passer notre vie à perdre. Ça, il faut bien se le rappeler. C'est Jim Furyk qui avait dit ça, je crois, à son 500e tournoi sur le PGA Tour. Et on lui disait, vous avez gagné 18 tournois, dont 2 grands chelems, et vous êtes considéré comme une légende de ce jeu. Et il avait explosé de rire. Il avait dit, vous venez d'expliquer le golf. On considère que je suis une légende de ce jeu, alors que j'ai perdu 482 fois sur 500. Donc là, on parle de victoire. Mais en fait, les contres et les bonnes performances, c'est exactement pareil. Le but du jeu, c'est facile à tous les niveaux de bien jouer quand on joue bien. C'est-à-dire quand on frappe bien la balle, quand on putt bien et qu'on se sent bien, c'est facile de bien jouer. Ça devient un jeu facile, à son échelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est 18 d'index, il ne va pas jouer -6. Mais par contre, il peut se retrouver à jouer 11 sans trop de problèmes et en ayant même l'impression qu'il aurait presque pu faire un peu mieux. C'est facile de bien jouer quand on joue bien. Par contre, quand on joue moins bien, quand on se sent moins bien, quand on pense moins bien, quand on a moins bien dormi, là, ça devient compliqué. Donc déjà, il faut... Voilà, ça fait partie du jeu. Jouer moyennement moins ou mal jouer, ou faire un mauvais début de saison. Tous les golfeurs, tous, on ne peut pas me sortir d'exception, ça n'existe pas, quelqu'un qui a été constant à très haut niveau toute sa carrière. Tout le monde a connu des hauts et des bas. Il y a des mecs qui ont des joueurs et des joueuses qui ont connu des périodes de succès très longues. J'entendais une stat il y a quelques jours sur Jack Nicklaus qui a raté un seul cut en majeur dans toutes les années 70. Ça, c'est clair. Donc c'est un niveau de jeu moyen très très élevé. On voit Tiger qui a passé 142 cuts consécutifs ou quelque chose comme ça. Scottie Scheffler qui n'a pas raté de cut depuis, au moment où on enregistre, qui n'a pas raté de cut depuis 3 ans ou 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais leur niveau standard, de temps en temps, il est moins bon. Et ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une phrase de Nelson Mandela que je trouve très bonne, c'est parfois je gagne, sometimes I win and sometimes I learn. Donc vraiment, parfois je gagne, parfois j'apprends. Et c'est en fait dans cette perception-là de l'échec qu'on va réussir justement à en tirer les bonnes choses. Tu parlais des livres, il y a un super livre que j'ai lu sur l'échec, qui est de Charles Pépin, qui est un philosophe français, qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Je le conseille à tout le monde, peu importe le niveau, même si vous n'êtes pas sportif. Ouais, même si c'est du golf loisir, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent au golf qui nous écoutent, sinon je sais pas ce que... Enfin, je pense un peu bizarre, parce qu'on parle beaucoup de golf quand même. Mais Les Vertus de l'échec, c'est vraiment un super livre que j'ai déjà relu plusieurs fois dans ma vie et qui ouvre beaucoup les yeux justement sur la perception qu'on a de l'échec et en fait, le plus important, c'est pas l'échec en soi, c'est ce qu'on en fait. La bonne vieille phrase de Patrick Bruel dans une pub pour le poker, l'important ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Mais donc voilà, moi je dirige très clairement un gros conseil lecture. Si avec toutes ces citations, t'as pas un réel sur toi là, ça va être, on serait vraiment vraiment choqué par l'IA. Ouais, l'IA serait choquante, ouais. Et Antoine de Wally Clubmaker aussi. Et donc voilà, pour moi, l'échec, il est primordial à partir du moment là où on accepte que ça va faire partie de la vie du golfeur, peu importe le niveau. Et en fait, c'est même ça qui est excitant et fascinant à propos de ce jeu, c'est qu'après des périodes de bien, on se retrouve dans une période de moins bien. Et tout ce qui est fantastique à propos de ce métier, par contre, vu que moi, c'est mon métier de jouer au golf, c'est de sans cesse essayer de progresser pour limiter au maximum en fait la durée de ces périodes. Donc d'avoir un swing plus stable, d'avoir une meilleure manière de penser les coups, de mieux se reposer, de mieux récupérer, d'être plus prêt physiquement encore, d'être plus prêt mentalement encore. Et en fait, c'est pas dans le but de bien jouer, c'est dans le but que mon moyen soit très bon.
Parce que notre très bon sera toujours bon et le très mauvais sera toujours très mauvais. Et pour arriver à ça, effectivement, c'est continuer en fait ces efforts-là, même sur des périodes où ça se passe moins bien et même pendant des périodes où ça se passe bien. Surtout dans les périodes là où ça se passe bien. Je t'avouerai que je me permets de te couper directement là-dessus. Je pense que, donc, pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai joué 3 ans sur le Tour européen, donc de 2016 à 2018. Et selon moi, la plus grande raison pour laquelle j'ai commencé à perdre pied, c'est parce que je me suis mis à moins bien jouer. Et je me suis mis à moins bien jouer parce que je faisais moins bien les choses qui me permettaient de bien jouer. Et que c'est là où j'ai perdu. Et en fait, je continuais encore à performer parce que j'étais dans une période de confiance, mais que ça faisait déjà quelques semaines ou quelques petits mois que je faisais moins bien les choses du quotidien qui me permettaient de bien jouer. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples des choses du quotidien? J'avais des petits exercices. Ça peut être autant de la vie de tous les jours, ça peut être autant sur la partie technique. J'avais des petits exercices physiques que je faisais tous les jours. Je continuais à les faire, mais je les faisais. Tu vois, je mettais pas tout mon cœur et toute mon âme à faire cet exercice. Je me retrouvais à faire les faits parce que c'est du travail et qu'il fallait le faire parce que non, c'était plutôt je les faisais. Non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est pas les faire avec facilité, mais c'est les faire avec moins d'intention. Tu sais, on parle souvent de l'intention que tu mets dedans, et je suis assez convaincu que dans le golf et dans l'entraînement de golf, c'est pas très grave en fait. Peu importe la qualité de l'exercice que tu fais, à partir du moment là où tu mets la bonne intention dedans, bah en fait, il y a pas de problème. Et à l'inverse, tu peux faire le meilleur exercice du monde si ton intention elle est pas bonne ou que tu es distrait. Et ben ton corps et ton cerveau vont pas emmagasiner les informations qu'il doit emmagasiner par rapport à l'exercice. Donc il y avait des choses de préparation physique, il y avait des choses de préparation mentale, il y avait des choses de préparation technique et typique golf que je me suis mis à moins bien faire sans même m'en rendre compte, juste avec peut-être un poil moins de passion, peut-être un poil moins d'intensité. Et pouf, quelques mois après, pouf, petit résultat. Eh ben, c'est que tu joues moins bien. Mais tu joues pas beaucoup moins bien. Tu joues juste un coup moins bien par jour. C'est pas beaucoup, un coup. De temps en temps, c'est 0, de temps en temps, c'est 2. C'est pas beaucoup, mais ça fait 4 points par tournoi. Et à 4 points par tournoi, tu passes de 12e à 49e ou de 30e à tu joues pas le week-end. Et c'est Martin Kaymer qui avait dit la même chose, après son très gros run. Il disait oui, effectivement, j'ai essayé de taper la balle de droite à gauche, mais par contre, alors qu'il tapait que des balles de gauche à droite depuis le début de sa carrière, pour pouvoir être plus performant à Augusta, pour pouvoir être plus performant sur des coups qui nécessitent, là où c'est une vraie plus-value de faire bouger la balle de droite à gauche. Mais il avait dit ça aussi. Il avait dit, c'est lui qui m'avait ouvert les yeux d'ailleurs sur ce qui s'était passé pour moi quand j'ai fini par perdre la carte du Tour européen. Et il avait dit, j'aurais aimé être plus au courant de ce qui me permettait de bien jouer. Parce que c'est ça qui aurait aussi empêché des périodes longues de contre-performance. Donc en tout cas, c'est pas une interview de ma part, donc on va revenir quand même bien sur notre sujet. Donc du coup, et votre vision de coach est quand même très très intéressante, même si une petite anecdote, parce qu'on en a tous, on en a tous traversé et on en traversera tous toujours. Donc, on a parlé quand même là beaucoup du côté mental, justement des mauvaises performances, donc que ça fait partie du jeu, que ça fait partie du jeu, que ça fera toujours partie du jeu. Mais du coup, si vous avez un joueur qui vient vers vous, qui vous faites une bonne analyse avec lui, vers quoi vous allez le diriger tout de suite? Est-ce que vous allez, toi Antoine, automatiquement l'emmener au putting green tout de suite pour voir quelque chose sur un putt très spécifique? Est-ce que toi Kevin, on va tout de suite, je fais des clichés justement exprès, on va tout de suite l'emmener au practice, on va lui mettre la caveste et les plaques de force et le trackman. Quel va être votre moyen d'entrée vers quelqu'un, pour reprendre ton terme que j'adore, même s'il n'est pas drôle Kevin, mais ton terme abîmé. Donc on voit qu'on a quelqu'un d'un peu abîmé. Le but, c'est sûrement de lui redonner confiance ou un brin de confiance très rapidement, donc un espèce de petit médicament. Mais comment est-ce qu'après, on trouve des solutions pour l'aider sur du coup, assez court terme? Alors moi, je partirais déjà tout de suite en lui demandant si il fait des statistiques. Parce que pour moi, c'est important qu'il puisse savoir déjà, sur le plan du putting, par exemple, le nombre de putts qu'il fait, quelle est à peu près la distance moyenne du premier putt qu'il a. Parce que, par exemple, pour des problématiques au niveau du putting, une personne qui putte mal, si effectivement celle-ci se retrouve déjà avec des putts régulièrement très longs et que, bien évidemment, elle ne travaille pas ses putts longs, c'est vrai que c'est toujours délicat de pouvoir être performant. Après, sur tu ces peux l'envoyer chez Kevin pour qu'il tape les fers plus près.
Exactement, comme ça, je me débarrasse du boulot et je te dis, Kevin, mais moi, à toi de gérer c'est maintenant. leur drive qui est sur le green. C'est ça. C'est pour ça que Donc non, j'essaie toujours d'avoir un retour sur information. J'aime bien avoir des chiffres, mais c'est pas besoin de tomber dans les chiffres que l'on peut voir chez les professionnels. Il y a des... En fait, tu veux des preuves. Voilà, j'ai envie d'avoir des preuves concrètes pour qu'on puisse s'appuyer sur ça. Parce que malheureusement, parfois, il y a une différence entre la réalité et ce qu'on pense juste. Donc, je veux juste être sûr que tout est bon à ce niveau-là. Ensuite, par rapport à ça, effectivement, c'est de commencer à faire un diagnostic qui peut être un petit peu plus poussé, un diagnostic technique, mécanique, voir effectivement comment ça se passe au niveau de la sortie de balle. Donc, on sait qu'on a 80-90% même de la sortie de balle qui est initiée par l'orientation de la phase de club au moment de l'impact. Donc si c'est la phase, le chemin, le contact, les dosages. Donc il y a vraiment un grand questionnement, je pense, qui doit être posé autour de ça. Et dès qu'on a réussi à faire un bilan de ça, on peut en tirer des conclusions et on peut essayer de voir comment les choses s'améliorent. C'est un peu comme un suivi, on va dire, de coaching classique, mais on essaye d'un seul coup, puisque tout ne va plus bien, de tout reposer en termes de base, comme si on revenait à un questionnement de bonjour Antoine, Robert, enchanté, voilà, alors qu'est-ce qui vous amène? Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire qui est autour de ça pour qu'ensuite derrière, on puisse voir si l'intervention elle est avant tout mécanique, est-ce qu'elle est plus mentale et comme on en parlait là sur ces 25 premières minutes, essayer de faire comprendre à la personne que les bas font partie du sport, hein, du jeu tout simplement. Et donc puis il y a vraiment, ça arrive plus souvent en fait que les hauts. Pardon, mais... ouais. Et effectivement, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se mettent un petit peu down parce que ils n'acceptent pas d'avoir perdu, alors que comme tu l'as dit justement, c'est un sport où on perd plus qu'on ne gagne. Après, je suis pas sûr que si on parle de Justin Rose il n'y a pas très longtemps qui a échoué en play-off, et je ne dirais même pas échoué, qui a malheureusement, je ne sais même pas quel mot on pourrait utiliser, je trouve que c'est un peu dur de dire échoué en play-off, mais qui termine deuxième du Masters en ramenant un score fantastique, je ne suis pas sûr qu'il considère ça comme une contre-performance, par exemple, tu vois. Ouais, c'est chacun. Donc, ouais, complètement. Lui, il est très déçu. J'avais vu son interview. En plus, lui, c'est quand même toujours la grande classe quand il parle. Son interview de la semaine d'après, vu qu'il jouait, je crois que c'est au RBC Heritage, et là où il en parlait très très bien, il disait c'est que pendant le back nine que je me suis rendu compte par rapport au bruit de la foule que j'avais une chance et compagnie. Il disait si le dimanche on m'avait dit tu te retrouveras en play-off le dimanche matin avant de prendre sa partie, il aurait dit je l'aurais très certainement pris, mais il disait aussi du coup que malgré tout, malgré sa très bonne journée, perdre en play-off, lui il le vivait comme un échec parce que on n'a pas souvent de chance de gagner le Masters, que ça restait quand même du coup un peu de la loterie et qu'il avait tapé les coups. Là où c'est frustrant, c'est comme il le dit, c'est qu'il a tapé les coups qu'il fallait taper pour gagner le tournoi pendant le trou de play-off. C'est juste que Rory a fait encore mieux. Mais il a fait taper un bon drive, un bon coup de fer, un bon putt. Mais oui, après, là on est sur des tournois, t'imagines, comme à chaque fois, personne ne se souvient de qui a fait deuxième, ou même de perdre en play-off, et comme tout le monde sait qui est-ce qui a gagné, c'est des tournois tellement importants à leurs yeux. En plus, il est en fin de carrière. Enfin, il est en fin de carrière. Je mets des grands guillemets dessus. Hein. Il joue encore très très bien au golf, mais il sait très bien qu'il en a plus derrière lui que devant. Donc ouais, en tout cas, on peut dire qu'il a perdu en play-off, quoi. Moi, pour répondre à la question que tu posais, Seb, oui, la première chose à faire, ça va être un diagnostic le plus précis possible. Effectivement, s'il y a des stats, c'est toujours plus facile parce que c'est plus objectif, c'est sur le papier, donc, ou en l'occurrence sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Donc, on va essayer de regarder ça. Après, je vais faire beaucoup parler la personne, effectivement, pour savoir ce qu'elle ressent quand même et surtout ce qu'elle a analysé, même si c'est juste ou pas juste. Et ma première intention, elle va être effectivement de remettre quelqu'un en confiance. Ça va être la première chose. La remettre en confiance, ça peut passer par plusieurs choses. Déjà, de voir si effectivement, entre ce qui se passe au practice et ce qui se passe sur le parcours, ce qu'il me raconte, est-ce que c'est cohérent? Il loupe pas un coup au practice, sur le parcours ça se passe mal. Peut-être que c'est le mental, peut-être que c'est l'approche de la compétition. En l'occurrence, je connais beaucoup des parcours que les élèves me jouent, donc je leur pose aussi des questions quand je vois qu'ils me disent ouais, j'ai fait double, j'ai fait triple, et j'essaie qu'ils me racontent un peu plus comment c'est arrivé pour pouvoir peut-être analyser avec eux des fautes de management sur le parcours. Ça peut être souvent le cas aussi. Voilà, si c'est des personnes en plus qui jouent souvent le même parcours,
et que je le connais, ça me permet aussi de leur dire, bah attends, ce trou-là, il te pose à chaque fois problème, à chaque fois tu as fait ça, peut-être qu'il faut le jouer d'une autre façon. Tiens, regarde, tu sais que si tu tapes 2 coups de fer, au lieu de taper le drive et le sandwich, bah, ça marche aussi. Peut-être que ça te permet d'aborder le trou différemment. Donc voilà, de peut-être revoir aussi la stratégie de jeu. Si je vois pas de grosses fautes techniques, si après c'est sur la technique que je vois des grosses fautes ou qui étaient déjà présentes avant et qui sont juste revenues, je vérifie qu'ils continuent bien à faire les routines et les exercices qu'on a mis en place. Ou si c'est des choses qui sont apparues, bah là c'est des choses où il va falloir traiter et de repartir le plus simplement possible sur comme tu disais, sur les bases, d'essayer en fait de le ramener sur le droit chemin sans se faire des changements drastiques. On n'est pas là en plein milieu de saison pour refaire de tout de A à Z. Parfois, on est obligé de le faire. Parfois, ça fait du bien. Il y a des personnes à qui faire un reset complet, même un changement de trajectoire. Alors, ça dépend des niveaux, tu vois, mais un changement de trajectoire parce que ça va vraiment pas et qui s'est rendu compte qu'en jouant de telle façon, en fait, sur le parcours, il n'y arrive plus, il voit plus le coup, il a peur d'un côté, il a peur de louper à droite ou il a peur de louper à gauche. Tu es obligé, en fait, de mettre en place peut-être une nouvelle trajectoire, un nouveau swing. Voilà, comme je dis, en fait, j'ai des trucs un peu généralistes parce qu'en fait, ça dépend tellement de la personne qui est en face. Ça dépend tellement de ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Mais le but, c'est de tout mettre en œuvre et d'analyser au mieux pour pouvoir la remettre sur pied directement pour la prochaine compétition. Et notamment peut-être aussi les prochains parcours hors compétition. Il y a aussi beaucoup de personnes qui s'entraînent tout l'hiver, qui ne font pas de parcours et qui s'entraînent, qui progressent techniquement. Et après, hop, ils s'inscrivent à une compétition et tac, ils essayent de mettre en place tout sur le parcours en compétition. Et en fait, il y a des étapes. C'est-à-dire que quand on travaille des choses techniquement et quand je fais des changements, je leur dis toujours, ouais, c'est bien, aujourd'hui tu as réussi à le faire au practice sur une bonne partie de la séance. Maintenant, l'objectif, c'est que tu arrives à faire une séance de practice tout seul où ça soit le cas aussi. Après, ça va être d'aller faire 9 trous où tu es tout seul et tu t'entraînes. Après, ça va être de faire 18 trous tout seul. Après, c'est 18 trous en jouant la bière avec les copains. Et puis après, là, on arrive à la compétition, 18 trous avec la carte dans la poche. Et c'est des étapes, on ne peut pas toutes les sauter. Parfois, ça peut marcher, mais c'est quand même compliqué quand tu fais des vrais changements techniques, que ça soit productif directement et ça soit en tout cas visible sur les scores dès la première compétition ou dès les premiers mois de compétition. Et souvent, ce que je leur dis aussi, mais est-ce que tu t'entraînais tous les changements qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, est-ce que c'était pour là jusqu'au mois de juin ou est-ce que c'est pour toute ta vie de golfeur futur, peu importe l'âge qu'ont les personnes et peu importe les objectifs. Et souvent, ils me disent, bah non, c'était pour mieux jouer sur le long terme, etc. Bah, je dis, bah du coup, tout est bien. On a commencé à mettre des choses en place. Là, on n'a pas réussi forcément à le concrétiser sur les scores. Mais on continue à faire les choses bien, et puis petit à petit, d'accumuler des choses bien et des petites choses, comme disait Seb, qui font aussi que tu jouais bien. Et bah, il faut continuer à les faire. Et puis bah, tout s'accumuler, il y a un moment, tac, ça va tourner. Et ça sera peut-être au bout de 6 mois, peut-être au bout de 9. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es au bout de 3 mois, tu arrêtes parce que mentalement, c'est trop dur. Tu dis, ah non, mais c'est bon, là, j'ai pris trop de claques, je me sens pas, etc. Bah, ça sera compliqué en tout cas que ça soit plus performant 3-4 mois après. Moi, j'aimerais vous faire part par rapport à ce que tu dis d'une chose. Alors, nous, je parle à nos auditeurs, à nos auditrices. Nous, on vous donne des conseils en tant qu'ancien joueur, en tant que coach, en tant que joueur actuel, Sébastien, parce qu'on a eu la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui nous ont aidés sur la partie mentale, que ce soit des préparateurs mentaux spécialisés dans un sport, dans le sport, que ce soit des psychologues, que ce soit d'autres formes d'aide mentale. Mais par exemple, je ne citerai pas de nom parce que Edwin, je ne lui ai pas demandé et je ne sais pas s'il voudrait être cité, mais j'ai un joueur pro qui est venu me voir l'année dernière. On a déjà fait plusieurs séances ensemble. Et qui avait un putting qui était assez mauvais, moyen mauvais. Voilà, il perdait entre 1 et 1,5 de stroke gain putting. Donc pour rappeler le stroke gain, c'est le nombre de points que vous perdez par rapport à la moyenne de champ de joueurs. Donc si jamais vous perdez 1,5 points de stroke gain putting, c'est surtout des chiffres qui apparaissent sur les tournois professionnels. Ça veut dire que vous perdez 1,5 points par rapport à la moyenne des joueurs sur un secteur bien précis. Et cette personne, voilà, était vraiment en déficit à ce niveau-là. Et on s'est vu
3, 4 fois, un peu plus de 4 fois, 4 ou 5 fois. Et cette personne-là avait une mécanique, quand elle est venue me voir, qui était plutôt déjà bonne. Il y avait des petites améliorations, d'accord ? Mais ces améliorations allaient certainement l'aider à ce niveau-là, mais elle n'allait pas tout faire, ce qui était certain. Et c'est vrai qu'il a vu des petits changements apparaître, mais ces changements n'étaient pas assez importants pour lui. Et on a discuté avec son coach de grand jeu, il a décidé de faire intervenir du coup une personne sur la partie mentale, et il a fallu un peu de temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et il s'avère que son Strogen est passé directement, là sur les 2-3 derniers tournois, de moins 1,5, moins 1, il y a une amélioration, on a eu du 0, donc il y a des petites améliorations, d'un seul coup a basculé à 2, 2,5, voire 3 sur certaines parties, considérablement. Sa technique, l'évolution de sa technique n'expliquait pas une amélioration aussi importante de son Strogen et de la qualité de son putting. C'est que derrière, il y a eu mentalement des choses qui ont été travaillées, qui ont été abordées avec du coup son préparateur mental, qui lui a permis tout simplement de pouvoir faire un immense switch et de pouvoir du coup avoir des résultats qui étaient très bons, notamment sur les dernières semaines. Donc ce qui prouve qu'au bout d'un moment, la mécanique a beau être parfaite, il y a des choses qui peuvent ne pas aller intérieurement et que vous avez des personnes ou compétentes, 100% compétentes, dont c'est leur métier qui peuvent vous aider, mais aussi vos coachs qui peuvent être là pour vous faire partager des expériences, que ce soit des coachs qui ont déjà joué ou même des coachs qui n'ont pas joué au golf. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être trouvées déjà dans les livres, mais si vous voulez optimiser aussi ce genre de choses, n'hésitez pas à en parler effectivement avec des personnes spécialisées. On en revient toujours à cette chose en fait de pourquoi est-ce que c'est intéressant en fait de s'entourer de personnes, que peu importe la spécialité des gens, en fait c'est simplement d'avoir un côté d'une tierce personne qui va nous aider à aller vers de l'objectivité et non pas à voir la situation comme on croit qu'elle est ou comme on aimerait qu'elle soit, mais en fait simplement de prendre la situation comme elle est. Donc si on traverse une période de moins bien, et ben forcément, si on a un minimum de niveau d'attente quand même un tout petit peu élevé, avec des objectifs un tout petit peu élevés, sans que ça soit déplacer des montagnes, hein, mais juste d'avoir des objectifs qu'on n'arrive pas à prendre, on va dire forcément dans l'émotion. C'est difficile de prendre suffisamment... C'est difficile de prendre suffisamment de recul pour pouvoir justement analyser ça objectivement seul. Et donc, c'est en ça que les personnes, justement, qui nous encadrent tous dans des staffs professionnels ou même dans des staffs amateurs, un staff amateur avec une personne avec qui on échange, qui est enseignant ou peu importe, à la limite. Mais c'est juste pour gagner en objectivité. Et moi, je trouve que c'est assez drôle parce que vous allez me dire si vous avez déjà remarqué ça, mais souvent, des personnes qui ont l'objectivité pour eux de se dire bah non mais en fait c'est mentalement je suis pas bon, je m'en sors pas, etc. C'est souvent des fautes techniques qui en fait sont vraiment la cause de leur mauvais score, et au contraire des personnes qui disent ah non mais techniquement c'est ma ça technique va pas qui va pas, etc. En fait c'est souvent mental. On est souvent à l'opposé. Alors on arrive à faire un premier pas dans l'objectivité en se remettant en question, en disant non franchement techniquement je suis pas bon ou mentalement je suis pas bon. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est souvent l'inverse. Je pourrais pas l'expliquer pourquoi, mais très 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 souvent des personnes mettent leurs problèmes sur le mental alors qu'en fait, techniquement il y a des choses qui font que ça peut pas marcher. Et l'inverse. Ouais, parce que souvent les personnes aussi, en plus de ça, pensent que le golf c'est que mental ou que le golf c'est que technique. Alors que c'est que mental et que technique à la fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le mental, il a beau être très fort techniquement, ça va être compliqué. En tout cas, dès qu'il y aura de la pression, ça va être compliqué. Et quelqu'un qui est très très fort mentalement, mais qui n'a pas de technique, il va pas s'en sortir non plus. Donc le truc, c'est que les gens ils disent ouais mais à très haut niveau ils tapent tous la balle pareil. Déjà c'est faux, par exemple, si on veut parler de très haut niveau, déjà c'est faux. Mais en plus de ça, et ensuite c'est que dans la tête. Ah, mais si c'était que dans la tête, ça serait facile, hein. On serait tous chez le psy pendant 8 heures par jour et puis on progresserait. Enfin, c'est juste que je sais plus où je l'ai entendu, mais j'ai beaucoup aimé ça, c'est que le golf c'est 100% mental et 100% technique. Et après, il faut juste, du coup, là, vu qu'on est sur un épisode entre guillemets un peu négatif dans les contre-performances et qu'elles soient longues ou courtes, du coup, en fait, c'est de savoir où est-ce qu'on est en fait par rapport à ces 2 fois 100%. Déjà, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on peut très bien jouer en étant à 80 et 80, voire on peut très bien jouer en étant à 60 et 60. Mais du coup, en fait, comment est-ce qu'on gère les périodes là où on est moins bien? Et quel est le niveau là où on se sent le plus à l'aise? Alors, c'est 100%, mais on sait qu'on n'y est jamais. Mais de réussir, en fait, déjà, donc, à faire bien avec ce qu'on a.
Donc sur des périodes de mauvaise performance et de contre-performance, on va quand même aussi en revenir donc par rapport à ce que vous disiez pour continuer à avancer dans l'épisode. On est dans reprendre beaucoup, donc tout ce qui va être un peu basique techniquement pour vérifier qu'il n'y ait pas de trop grosses problématiques dans la visée, dans la manière de tenir le club, dans la manière de s'installer. Ça va être quand même déjà la première des grandes bases pour vérifier, après avoir eu ce petit diagnostic de justement où on en est objectivement. Et du coup, avec ma grande phrase, je me suis perdu sur là où je voulais vous emmener, qui était peut-être pas bien loin dans le plan, parce que j'y pensais. Oui, c'était il va peut-être falloir aussi adapter sa manière de penser et adapter sa manière de penser vis-à-vis de soi, de son jeu et du parcours. Donc, est-ce que vous, si vous avez un élève ou un copain, vu qu'Antoine, toi, tu es beaucoup sur le putting, mais ou des moments dans votre carrière là où vous étiez tellement, par exemple, pas bien avec votre driver, que tout d'un coup, ça y est, vous sortez plus le driver parce que ce qui peut ne pas être une mauvaise solution. Hein. Mais justement, vous auriez un élève ou un copain qui vient vous voir, moi, je peux plus taper le driver, je fais que des bouses avec et compagnie. Là, on parle d'une perte de confiance qui a souvent été due à des contre-performances en partie, ou avec un autre club fétiche ou quoi que ce soit. Comment vous aidez à gérer ça? Est-ce que stratégiquement, on va changer des choses? Pareil sur les fers. Enfin, comment est-ce qu'on adapte son jeu et les différents secteurs de jeu à l'émotion qu'on a mis dedans? Alors, j'ai effectivement, encore une fois, c'est par expérience, d'ancien joueur, c'est vrai que j'ai eu des périodes où le driving n'a pas été bon. Il y avait deux solutions. C'est où je décidais de trouver une solution qui me permettait de mettre la balle en jeu, ou tout simplement essayer du coup de passer sur le club qui était en dessous, donc balancer un bois 3. Pour ma part, j'essaie de trouver cette solution, moi, avec le drive. En fait, je mettais la balle un peu plus basse sur le tee et je réduisais un petit peu la vitesse. Parce que je sais que c'était avant tout une erreur technique. C'était une peur que j'avais devant la balle. Et c'est vrai qu'il n'était pas possible pour moi de me dire que j'allais taper un coup sans engagement. Pour moi, le manque d'engagement, c'est totalement la raison d'un coup qui est loupé. D'accord ? Donc le manque d'engagement peut venir bien évidemment d'une faute technique, peut venir d'une faute mentale, peut venir d'un manque de confiance sur le coup, manque d'information, mais je ne pouvais pas partir du principe où je n'allais pas engager un coup et que dans cette situation-là, le coup aurait été en grande majorité loupé. De toute façon, on regarde le nombre de fois où on a un coup qu'on ne sent pas et qu'on joue, je peux vous assurer qu'il y a plus de fois où on va louper ce coup plutôt qu'on va le réussir. Donc dans une situation comme ça, pour ma part, j'essayais de... Tu faisais un entre-deux, quoi. Comment ? Ce que disait... Non, ça dépend. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, ça m'arrivait de mettre la balle un petit peu plus basse sur le tee. J'étais conscient qu'au lieu de faire carrier, de faire tomber la balle à 245 mètres, j'allais la faire tomber à 210 mètres. Mais j'essayais juste de réduire l'intensité en la mettant un petit peu plus basse. Ça me permettait de mettre la balle un petit peu en jeu. Ça, c'était l'une des solutions, mais ne voulait pas dire ne pas engager le coup. Un engagement, c'est aller vraiment avec la vitesse que l'on a envie de donner. C'est essayer de faire un swing où on est... Pour ma part, où j'étais bien équilibré, où le coup était engagé, ça ne voulait pas dire me déchirer. C'était juste engager mentalement un coup, engager physiquement par rapport à la façon dont je positionnais la balle. Et c'était quoi la différence par rapport à engager un coup de bois 3, vu que tu réduisais l'intérêt du drive? En fait, le fait de mettre le balle un petit peu plus basse sur le tee en réduisant un petit peu l'intensité, ça me permettait un peu comme une balle basse, si tu veux. Elle partait avec moins de vitesse. Je savais que le fait de la faire partir... Non, mais j'ai compris, mais tu réduisais quand même l'intérêt du drive. C'est-à-dire que tu oui, mais la tête de driver est beaucoup plus grosse, donc c'est plus facile de la taper à peu près là où il faut. C'était plus tolérant pour moi de taper un drive avec la tête de... non, mais je parle par rapport au fait qu'il avait peur du driver, tu vois. Oui, mais de la distance. Mais la distance, ça reste quand même plus facile de produire une distance minimum et de la toucher à peu près là où il faut avec un driver qu'avec un bois 3. Un bois 3, c'est une plus petite tête. C'est quand même... moi, je trouve ça plus exigeant à taper un coup de bois 3 engagé qu'un tout petit drive. Je parle dans le sens où le driver te stresse. Je te parle, tu vois, dans le fait qu'au final... En fait, c'était le drive et c'était la hauteur de balle. La hauteur de balle, d'accord. C'est le fait de la lancer en l'air qui te... Exactement. Comme vous avez connu dans mais mon toi, jeu, tu parles, là, tu parles pas mal de ton cas personnel. Je suis en train de penser, quelqu'un qui là nous écoute et qui se dit, ouais, mais moi, j'ai pas le bagage technique d'Antoine. Donc je peux pas mettre la balle plus basse sur le tee. Déjà que je fais des grands slides et que j'ai peur de la foutre à droite. Si je la mets plus basse sur le tee, mon coach il m'en a déjà parlé, je vais la prendre encore plus en descendant, je vais encore plus l'écraser, je vais encore plus la foutre à droite. Par exemple, quelqu'un qui vient de penser ça. On vient de me le dire dans l'oreillette. En fait, là c'est le rôle du coach en fait, déjà de lui avoir bien expliqué
qu'en faisant ces ajustements-là, c'est pas bon pour lui. Donc, c'est lui donner des solutions. Il faut lui donner des solutions. Donc, effectivement, si on parle de la mise en jeu, par exemple, ce qui est souvent le cas, il faut faire 2 choses. Il faut déjà avoir 1 ou 2 coups possibles alternatifs pour mettre la balle en jeu, comme disait Antoine. Alors, forcément, quand tu es joueur professionnel, tu as plus de solutions. Mais il faut essayer de trouver au moins une solution pour que les gens, quand ils sont en compétition, ils puissent continuer à jouer. Une solution à bien réussir, donc plusieurs solutions pour bien réussir cette solution. Qui peut être un changement de trajectoire, un changement de club, un changement de hauteur de balle, un peu toutes les solutions. En sachant qu'on a quand même de moins en moins d'options en fonction de son niveau, parce que forcément, quelqu'un qui est débutant et qui tape pas très fort, c'est quand même compliqué de lui dire tu vas mettre un coup de fer 2 au départ, quoi. Donc ça, voilà, c'est un peu complexe. Par contre, ensuite, il faut mettre en avant le fait qu'il faut régler cette problématique. Donc, ça veut dire qu'il faut la régler d'abord au practice. Et après, il faut aller faire des parcours sans pression, comme je disais, des 9 trous, des 18 trous. Parce que souvent, les gens, quand ils font 18 trous, ils commencent à compter, alors que 9 trous, ils arrivent à se dire c'est que de l'entraînement. Et là, il faut recommencer à reprendre confiance dans ce secteur de jeu, retaper des drives pour ensuite arriver à petit, si on parle du drive, en l'occurrence, à le remettre dans la compétition. Donc au début, ça peut être qu'un drive par partie. Ça peut être sur les 2-3 trous les plus larges, sur les par 5. Mais réinjecter un petit peu de confiance petit à petit ou à des moments où c'est moins stressant. Et puis petit à petit, espérer que le travail technique et la remise en confiance par le fait de driver beaucoup en hors compétition et de recommencer à en faire 1 ou 2 en compétition, vont te permettre de pouvoir redriver tout au long de la partie pendant une compétition. Mais c'est vrai que c'est pas évident du tout de reprendre confiance dans un club et notamment le driver. Moi, toi, tu parles de mise en jeu. Moi, je l'ai vécu plutôt sur le petit jeu. Donc, je peux parler par exemple du petit jeu. Quand il y a un moment où tu te dis comment je vais faire pour la mettre sur le green. En fait, pareil, tu trouves des solutions. Donc, les solutions, tu fais quoi? Tu utilises un autre club. Ça peut être de putter, ça peut être de chipper à faire un coup roulé. Ça peut être, à des cas extrêmes, faire avec une seule main. Enfin, tu trouves une solution pour pouvoir continuer à jouer parce que tu es en compétition. Et puis, en soi, c'était notre métier aussi. Donc, il fallait continuer, quoi. Malgré le fait que toi, tu savais que c'était aussi un problème technique que tu n'arrivais pas à l'époque, faire. il ne le savait pas trop une fois. Tu ne le savais pas trop que c'était un problème technique. Tu croyais que c'était surtout dans la tronche, alors qu'en fait, il y avait une vraie problématique technique. Exactement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure et je m'incluais dedans. C'est que c'était devenu où j'avais vraiment l'impression que c'était mental. Et en fait, c'était technique. Et en fait, je me réfugiais tranquille. Alors que c'est pas glorieux de se réfugier en disant que c'est mental. Au contraire, c'est plutôt de se dire, dire que c'est mental. Déjà, c'est dur, tu vois, de l'accepter. Mais en plus, c'était même pas le cas. Donc, en fait, l'analyse était pas bonne. Mais sans reparler. Ça me rappelle la dernière fois que j'ai eu tort, ça. C'est là où je croyais que j'avais tort et en fait, j'avais raison. et par contre, comment le réintégrer dans le jeu? Effectivement, c'est ce que je disais, c'est que moi, par exemple, au petit jeu, quand j'ai commencé à trouver les solutions techniques, que je les travaillais, en fait, je me suis forcé à l'entraînement à chipper tout le temps dès que je pouvais chipper. C'est-à-dire que au lieu d'une situation où j'aurais pu putter, où j'aurais puté sûrement en compétition, à l'entraînement, j'ai commencé à rechipper. Puis après, ça avait été en pro-am. Et puis après, ça a été quand on fait une petite compétition. Enfin, voilà, c'est... Mais est-ce que tu penses qu'à l'entraînement, tu faisais du coup des choses qui étaient exactement les mêmes que sur le parcours, par exemple? Parce qu'il y a beaucoup ce cas avec certains de nos élèves qui font des choses juste à l'entraînement et quand ils sont sur le parcours, ils retombent entre guillemets dans leur travers et puis hop, ça commence à aller un peu moins bien. Je suis d'accord avec toi. Moi, en l'occurrence, je faisais la même chose. La seule chose que je faisais, c'est que sous pression, j'arrivais pas à manipuler et à ramener, à compenser mes fautes techniques, chose que j'arrivais à faire à l'entraînement 8-9 fois sur 10. Mais 8-9 fois sur 10, à l'entraînement, ça passe. T'en loupes une, t'en remets une, ça passe, tu vois. Sous pression, quand vu que t'es entre guillemets souvent 2 fois moins bon qu'à l'entraînement, en fait, ça te fait plus que 4, ça fait quoi? Ça fait 4, 5, ça fait quasiment 1 sur 2. Sauf que le problème, c'est que les premières qui te sortent, c'est les mauvaises.
Ouais. Donc ça te tire vers le bas et donc du coup tu es encore plus crispé, donc tu fais encore plus de fautes de rythme, donc tu as encore moins de chances d'aller chercher. Et c'est là, par contre, où tu commences à faire exactement l'inverse de ce qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire que là, quand tu commences à louper, tu te dis, ok, je suis pas bien du tout, j'essaie de trouver un truc qui me rassure. Et malheureusement, au golf, souvent, les trucs qui te rassurent, ça amplifie les fautes techniques. Et donc là, après... L'exemple typique au chipping, mettez la balle à droite, mettez votre poids à gauche, les mains en avant. Ouais. Et voilà. Et ça, c'est ce qui est même encore enseigné de temps en temps ou dans les pages techniques de divers et variés magazines de golf à l'international et en France aussi, de mettez la balle à droite, en mode c'est le pansement ultime pour chipper, alors que c'est le truc qui va te faire mal chipper sur le long terme pour sûr. Mais qui paraît sur le papier pas complètement idiot. Ouais, tu te dis, je touche la balle avant parce que je fais des grattes, je la mets un peu à droite. Et puis je mets les mains un peu devant et puis le poing un peu à gauche, c'est bon, ça paraît normal. Ouais, mais c'est vrai que c'est la petite solution. Mais sur un type de chip, dans un contexte particulier, et puis terminé. Sauf que les gens vont se réfugier de plus en plus, donc l'exagérer de plus en plus, et après ça devient dramatique. Et puis pour peu que ça soit sur des lays un peu gras. Alors là, c'est régalade. Donc sans parler, parce que c'est pas forcément un épisode sur le chipping, mais effectivement, c'est tout le temps les mêmes scénarios. Et il faut arriver à trouver, pour répondre vraiment à la question de Seb, c'est effectivement trouver et apporter des solutions aux joueurs pour qu'il ait plus d'options. Déjà pour reprendre confiance et pour pouvoir continuer à jouer en compétition. Et après, solutionner les problématiques pour pouvoir espérer petit à petit qu'au cours de la saison, on arrive à réinjecter ces secteurs de jeu qui étaient moins bons en compétition. Ok, parfait. Est-ce que le fait, si on reparle aussi un peu de la partie mentale, le fait de pouvoir un peu changer de perspective, tout simplement, c'est-à-dire qu'on n'est plus là pour jouer une compétition, mais on est plus là pour jouer pour le plaisir, essayer d'être un peu moins fixé sur des objectifs de résultats, mais je vais parler plus d'objectifs de moyens. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi pour pouvoir faire basculer ce mauvais début de saison, cette mauvaise performance en étant quelque chose de positif? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument se rappeler que c'est un jeu, même pour ceux dont c'est le métier. Il faut absolument se rappeler que c'est un jeu et que ce jeu, il nous a donné envie d'y jouer parce qu'on s'y amusait. Donc si on commence à plus s'amuser en jouant à un jeu qui est un loisir, c'est quand même... il devrait être là, pour moi, le premier signal d'alerte. En fait, c'est quand les gens ne s'amusent plus à un jeu qui est leur loisir, voire leur presque parfois aussi unique activité de retraite. T'as envie de dire, c'est quand même dommage d'être à la retraite. Tu t'es peut-être fait chier toute ta vie à bosser et maintenant que t'es à la retraite, tu joues à un jeu qui te fait chier aussi. Ouais, mais c'est là où je pense que c'est intéressant quand c'est pas ton métier, et parfois c'est le cas aussi quand c'est ton métier, mais d'accepter de faire une petite pause, tu vois. Parfois, si t'es pas dans l'urgence de devoir continuer à jouer et devoir jouer des tournois, et parfois même, c'est pour ça que je dis chez les pros, parfois ça fait du bien aussi, de t'accorder 15 jours sans t'entraîner ou juste aller taper des balles une demi-heure et voilà, le prendre un peu différemment. Parfois, ça fait un reset qui est bénéfique. Après, ce n'est pas forcément la solution pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est d'abord refixer les objectifs clairs et parfois totalement les changer quand ça ne va vraiment pas. Quand vraiment ça ne va vraiment pas, oui, il faut essayer de faire un reset, de se dire qu'on essaye un peu de duper un peu notre esprit aussi en disant, voilà, attends, je voulais faire de la compétition, etc. Voilà, en fait, ce qui me plaît au golf, c'est plus du loisir, c'est plus du plaisir, même si au fond de soi on a envie de progresser et de mieux faire. Il faut arriver à trouver vraiment des sources de motivation qui sont les siennes, et parfois aussi on peut se tromper, on peut avoir fait avec son coach l'envie de mettre des objectifs en place et qui sont peut-être trop élevés et qui mettent une source de stress. Ça peut être aussi des objectifs qui sont trop dans la performance, et ça se trouve en fait on n'aime que le loisir. Et on se dit, il faut être honnête avec soi. On se dit, en fait, moi, ça ne me plaît pas d'essayer d'être meilleur chaque jour, de progresser, de taper des balles, de faire des exercices. En fait, ce n'est pas ça que j'aime au golf. Ce que j'aime, moi, c'est aller jouer avec les copains le week-end. Donc là, tu peux te permettre aussi de changer ses objectifs. Voilà un peu toutes les options qui s'offrent à toi. En tout cas, pas abandonner. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Juste détourner ou trouver des solutions pour pouvoir continuer.
Et souvent, la pause, en fait, c'est là où elle est. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Anthony Kim a fait une pause de 10 ans et qu'il est revenu après sur le livre. Alors, ça, c'est plus financier que... Non, vraiment? T'es sûr qu'il n'a pas voulu juste un peu souffler parce que son jeu était un peu moins bon et du coup... t'es vache quand même. Hein. Alors ça, c'est vrai que bon, il y a cette histoire d'Anthony Kim, mais effectivement, je crois qu'une pause peut toujours être intéressante. Comme il le dit sur les panneaux d'autoroute, parfois, une pause s'impose. Non, mais c'est vrai que comme tu le dis, ça fait du bien aussi parfois de lâcher prise, de pouvoir penser à autre chose, parce qu'au bout d'un moment, on arrive aussi dans un état d'épuisement mental. Malheureusement, si on arrive dans cet état-là, c'est qu'on n'a pas réussi à essayer de gérer et de trouver des solutions pour ces mauvaises performances. Mais est-ce que arriver au point de faire une pause générale, c'est parce qu'on n'a pas traité au sérieux les choses qui étaient difficiles avant? Non, surtout qu'en général, c'est parce qu'encore une fois, on en revient toujours au niveau d'attente. C'est que le niveau d'attente, il n'est pas en adéquation avec les capacités du joueur, ou que l'investissement du joueur n'est pas en adéquation avec le niveau d'exigence qui se donne. Moi, je trouve que les golfeurs, en général, sont beaucoup trop exigeants avec eux et n'ont pas une si bonne connaissance de leur jeu. C'est-à-dire que leur entraîneur, en général, a une bien meilleure connaissance de leur jeu qu'eux-mêmes. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qui génère de la frustration. Et vu qu'ils ne traitent pas cette frustration, ça finit par être des espèces d'états mini-dépressifs, voire dépressifs à cause du golf. Et que c'est là où, en fait, la pause, elle est bénéfique. C'est que vu que la pause, elle est bénéfique, ça permet de souffler, déjà. Ce qui est quand même déjà un sacré bon point. Et une fois qu'on a fini de souffler, c'est surtout que notre rapport, il change une fois qu'on y revient. Combien de personnes n'ont pas joué pendant 2 mois, alors qu'ils s'entraînent comme des ânes tout le temps? Ils jouent pas pendant 2 mois, et là ils reviennent, et le premier jour, pof, ils jouent parfaitement. On en a déjà parlé dans ce podcast. C'est en fait tout simplement ils jouent bien cette première fois là où ils reviennent au golf parce que en fait leur niveau d'exigence est descendu. Et hop, ils seront repiqués par le jeu de golf. Ils y retournent le lendemain en se disant je vais faire encore mieux. Et ben là, tu prends ta gifle et puis c'est terminé. Donc c'est toujours par rapport à ce niveau en fait. Ce niveau d'attente et ce niveau d'exigence qu'on se met et qui du coup vient parfois freiner le plaisir. Ça m'arrive aussi encore beaucoup d'avoir un niveau d'exigence qui de temps en temps n'est pas en adéquation avec mes capacités du moment. Parfois mon niveau d'exigence n'est pas assez élevé et donc du coup j'arrive pas à me tirer vers le haut malgré le fait que je joue pas mal et aussi assez régulièrement mon niveau d'exigence est trop élevé, ça génère de la frustration et c'est là où on refait un bogey. Pour mon niveau, ou sinon là où on refait un double, ou là où on refait un triple, là où on refait un quadruple, en fonction des niveaux, en fait, là où est la contre-performance. Et c'est très, très régulièrement par rapport à ne pas avoir su jauger, en fait, justement, où est-ce qu'on en était, d'accepter qu'il y a des moments down aussi, on a parlé de manière globale, mais il y a des moments down dans une partie aussi, tout simplement, qui peuvent être au début, au milieu, à la fin. Si c'est tout le temps au même moment, c'est qu'il y a peut-être une raison. Si c'est toujours à des moments différents, c'est simplement ce qu'on appelle le golf, en fait. Donc ça fait partie du jeu du début à la fin d'avoir du début à la fin d'une partie tout comme du début à la fin d'une vie de golfeur d'avoir des hauts, d'avoir des bas et que en général les bas durent un petit peu plus longtemps que les hauts. Un petit conseil chacun à quelqu'un qui aurait vécu un début de saison pas à la hauteur de ses espérances pour l'encourager et puis après on clôture cet épisode, ça vous va? Vends tes clubs sur le Bon Coin et arrête de jouer au golf. Cet épisode n'est pas sponsorisé par le Bon Coin. Moi, je vais dire d'être gentil. Soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil et tentez de vous entourer. Pardon. Tentez de vous enterrer avec quelqu'un que vous connaissez bien. Non, tentez de vous entourer de quelqu'un qui vous aidera à être objectif. Parlez-vous comme votre meilleur ami. Donc, soyez gentil avec vous-même. Et puis, si vous méritez d'être fouetté en place publique, le meilleur ami, il va être là pour aussi bien dire les bonnes choses que les mauvaises. Donc, entourez-vous de quelqu'un qui en a les compétences pour que ça puisse vous aider à être plus objectif. Et surtout, soyez gentil avec vous-même. Détendez-vous. Mais dans le bon sens du terme, c'est un jeu. On se détend, ça va bien se passer. Faites le point avec votre staff, avec votre coach. Si vous avez aussi la chance de vous entourer de quelqu'un sur la préparation mentale, également faites le point. Revenez aux bases, essayez de revenir aux choses qui vous ont permis de progresser, se focaliser sur des choses simples. Je pense que c'est ce conseil-là que j'ai envie de vous donner et vous demander de retenir parce que, encore une fois, ça arrive d'avoir des moments bas
des moments où vous vous sentez un peu down. Ne jamais oublier que c'est grâce aux échecs que vous allez progresser ensuite. Donc faites le point avec votre coach et puis surtout acceptez la situation tout simplement. Ce n'est pas grave, comme tu l'as dit Seb, c'est un jeu. Je pense juste qu'il faut apprendre à gérer ces moments-là, puisque si vous n'acceptez pas ça, c'est que vous n'êtes pas fait du coup pour ce jeu. Mais je pense que tout le monde est fait pour accepter des moments où on est un petit peu bas comme ça. Et moi, je vais vous dire d'être courageux sur le fait que c'est dur, qu'on l'a tous vécu. Vous n'êtes pas seul, tout le monde l'a vécu à ce jeu, même s'il y a des personnes qui l'accepteront moins ou qui le diront moins, mais on l'a tous vécu. Donc vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas les seuls. C'est pas tout le monde le monde s'abat pas contre vous. Donc déjà, vous n'êtes pas seul. Donc soyez courageux et soyez fiers du moment où vous arriverez à remonter et à traverser cette période difficile. Et ça, il faut se battre, comme dans la vie, il faut se battre, il faut avoir l'envie, mettre les choses en place, pas tout abandonner, tout jeter, tout changer tout le staff, changer tout ça, ça sert à rien, c'est pas le moment de le faire. On change de staff sur des moments où on est lucide, sur des moments où justement on arrive à bien faire le bilan et de se dire on était arrivé au bout de quelque chose, mais voilà, pas tout changer en milieu de saison dans ces conditions-là. Voilà, essayer de faire un bilan. Mais surtout, voilà, essayer d'être courageux, d'aimer le fait d'essayer de remonter à cheval, de remonter sur des bons scores, sur des bonnes parties. Et il faut aimer ça au golf parce que malheureusement, ça sera votre quotidien, même dans le loisir. Il y a des moments, ça se passe moins bien sur le parcours. Et il faut être courageux et il faut aimer ça. Parce que si on s'énerve et si on envoie tout balader, ça sera compliqué d'y revenir. En tout cas, quand vous reviendrez plus fort après une pause, en fait vous ne serez pas plus fort, ça sera juste parce que votre niveau d'attente aura baissé et quand ça reviendra sur le tapis, ça se repassera de la même façon. Ouais. Donc c'est dur ce jeu. Accepter que la contre-performance fait partie du jeu, être gentil avec soi-même et être courageux. C'est pas mal comme bilan de l'épisode. Exactement, vous voyez, parce que nous avec Kevin, il nous a fait perdre nos cheveux. Ouais. Donc c'est à cause du golf, d'accord, il faut le dire, parce qu'on a été beaucoup trop stressés. J'arrivais à garder le secret avec ma casquette. Merci. Ça a l'air d'être génétique quand même dans ta famille, Antoine. Hein. Oui, exactement. Mais moi, ça va, je tiens encore. C'est pour ça qu'on commence à faire des stages en Turquie avec Kevin, au cas où on commence à se renseigner là-bas. Mais bon. On commence à avoir des bonnes adresses, si jamais. D'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse sponsoriser un épisode par une. Peut-être qu'ils nous le feront gratuitement. Ah tiens, pourquoi pas. C'est turctif. Bravo. Bon, un grand merci à Wally Clubmaker pour son soutien tout au long de l'année sur ce podcast qui nous tient à cœur. Donc, un grand merci à eux et puis moi, à titre personnel aussi, pour tout ce qu'ils font avec moi. Un grand merci à Callaway. Vous pouvez retrouver toutes leurs nouveautés. Si vous voyez Kevin dans les réels ou autres, vous voyez, il a une grande casquette là aujourd'hui avec marqué Elite. Tous les nouveaux bois qui sont sortis pour vous aider à être encore plus performant. Bien évidemment, retrouvez l'ensemble de ces clubs dans vos Pro Shops favoris. Et un grand merci à Golf Planet, média des tontons golfeurs, mais surtout média digital 100% gratuit que vous pouvez retrouver grâce à la newsletter que vous recevrez tous les lundis en vous inscrivant, ou encore avec toutes les infos au jour le jour, heure par heure, minute par minute, sur l'application mobile que vous pouvez télécharger et qui est elle aussi bien évidemment gratuite. Messieurs, merci beaucoup pour cet épisode. Merci les gars. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute et sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, @letontonsgolfeurs. Vous pouvez aussi nous écrire par mail, donc letontonsgolfeurs@gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode, à l'envoyer à vos copains, à nous mettre des étoiles, à nous mettre des commentaires aussi. Ça nous aide et ça nous encourage à chaque fois. Donc c'est toujours un grand plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. On se dit à dans 2 semaines, les gars. Et puis merci encore une fois à tout le monde. Salut les gars. Salut les gars. Salut.